Il y a des lieux dont le simple nom fait frissonner les plus sceptiques, des endroits où le vent semble chuchoter des prières interrompues, où les murs, imprégnés de douleur, refusent de laisser partir ceux qui ont osé franchir leur seuil. Le sanatorium de Bergestein en fait partie. Niché au cœur des montagnes du Massif central, à la lisière d'une forêt aussi dense que silencieuse, ce bâtiment ne ressemble à rien d'autre qu'à une cathédrale de désespoir. Et pourtant, il fut un temps où cet endroit incarnait l'espoir. Un espoir fragile, fragile comme les poumons des patients qu'on y envoyait en dernier recours. Mais quelque chose s'est brisé, quelque chose de si profond, si sombre, que la rumeur locale ne parle plus de simple tragédie médicale, mais d'un pacte, un pacte avec l'ombre elle-même. Avant même que les premières pierres ne soient posées, les anciens du village murmuraient déjà que la terre de Bergestein était maudite. On n'y construit pas sans payer, disait-on. Et pourtant, en 1903, un riche philanthrope du nom d'Armand de Lussac fit ériger ce sanatorium avec une rapidité suspecte, un silence inquiétant et un financement dont personne ne parvenait à retracer l'origine. Les ouvriers parlaient de nuits étranges, de silhouettes dans la brume, de chansons sans paroles entendues à minuit. Certains disparurent purement et simplement. Et lorsque le sanatorium ouvrit ses portes en 1905, il accueillit non seulement des tuberculeux en phase terminale, mais aussi les premiers échos et une légende qui allait hanter la région pendant plus d'un siècle. Mais ici commence le mystère. Que s'est-il vraiment passé à Bergestein? Était-ce vraiment la tuberculose qui a tué tant de patients? Ou quelque chose de bien plus ancien, de bien plus patient? Et pourquoi, plus d'un siècle plus tard, les explorateurs urbains qui osent pénétrer ces couloirs ne ressortent-ils jamais intacts? Certains racontent avoir entendu des pleurs derrière des portes murées. D'autres jurent avoir vu dans les miroirs brisés des visages qui n'étaient pas les leurs. Et il y a ceux qui ne sont jamais revenus du tout. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire de fantômes. Est une enquête au cœur un secret que même les archives officielles semblent vouloir enterrer. Nous allons disséquer chaque couche de cette légende, séparer le mythe de la réalité, la peur de la preuve, la superstition du document historique. Car derrière les rumeurs de pactes diaboliques, il y a des hommes, des décisions, des silences coupables, et peut-être, juste peut-être, une vérité bien plus terrifiante que tout ce que l'imagination humaine a pu inventer. Mais attention, une fois que vous aurez franchi ce seuil avec nous, vous ne regarderez plus jamais un hôpital abandonné de la même façon. Restez jusqu'à la fin, car c'est là, dans les dernières secondes de cette enquête, que tout se révèle. Pour comprendre ce qu'est devenu Bergestein, il faut d'abord remonter à ce qu'il était censé être, un sanctuaire. À la fin du 19e siècle, la tuberculose ravageait l'Europe. En France, on l'appelait la phtisie, une maladie insidieuse, invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les poumons se liquéfiaient lentement, les patients toussaient du sang, et la mort arrivait souvent après des mois, voire des années de souffrance. Face à cette épidémie, les médecins recommandaient l'air pur, le repos absolu et la lumière du soleil. C'est ainsi que naquit le concept du sanatorium, des établissements construits en altitude, loin des villes polluées, où les malades pouvaient espérer guérir. Armand de Lussac, veuf depuis peu et sans héritier direct, décida de consacrer sa fortune à cette cause. En 1902, il fit l'acquisition un vaste terrain sur les hauteurs de Bergestein, un lieu isolé, difficile d'accès, mais doté d'un microclimat réputé exceptionnel.
Les autorités locales accueillirent le projet avec enthousiasme. Enfin, pensait-il, leur région allait connaître une forme de prospérité. Mais dès les premiers travaux, les choses tournèrent mal. Les registres municipaux mentionnent des retards inexplicables, des matériaux livrés en pleine nuit et un personnel de chantier qui changeait constamment. Plus troublant encore, les ouvriers refusaient de travailler seuls. « On ne reste pas seul dans les fondations », confia l'un d'eux à un journal local en 1903. « Il fait toujours froid, même en été. Et parfois, on entend des voix. » Une rumeur commença à circuler. De Lussac aurait trouvé un bienfaiteur inconnu, un mécène anonyme prêt à financer l'intégralité du projet à condition que certaines modifications soient apportées aux plans initiaux. Ces modifications, personne ne les a jamais vues, mais une chose est certaine, le sanatorium construit ne ressemblait à aucun autre. Alors que les établissements similaires étaient conçus comme des lieux lumineux, aérés, ouverts sur la nature, Bergesterin était sombre, labyrinthique, avec des couloirs sans issue, des chambres sans fenêtres et un sous-sol dont les plans officiels n'ont jamais été déposés. Pire encore, malgré son ouverture officielle en juillet 1905, aucun permis de construire n'a jamais été retrouvé dans les archives départementales. Les premiers patients arrivèrent par convois ferroviaires spéciaux. La plupart venaient de Paris, de Lyon ou de Marseille, des hommes et des femmes à l'agonie, envoyés là-bas comme on envoie un condamné à mort vers sa dernière demeure. Mais ce qui choqua immédiatement le personnel médical, c'est le taux de mortalité. En 1906, près de 60% des patients décédaient dans les 3 mois suivant leur arrivée. À titre de comparaison, dans d'autres sanatoriums français, ce taux tournait autour de 25%. Les médecins demandèrent des enquêtes. Aucune ne fut jamais lancée. C'est à cette époque qu'apparut pour la première fois le mot « pacte ». Un prêtre local, le père Moreau, écrivit dans ses mémoires « De Lussac a vendu plus que son âme. Il a vendu le silence des morts. » Peu après, il fut retrouvé pendu dans son église, une Bible ouverte à l'envers sur l'autel. L'enquête conclut au suicide. Mais les villageois savaient, le père Moreau n'avait jamais eu peur de rien, encore moins de la mort. Et puis, en 1911, tout s'arrêta. Du jour au lendemain, le sanatorium ferma ses portes. Les patients furent transférés ailleurs sans explication. Les employés furent congédiés avec une prime substantielle et une clause de confidentialité signée sous serment. De Lussac disparut. On ne le revit jamais. Son domaine fut saisi puis vendu à un consortium étranger qui ne fit jamais rien de la propriété. Pendant près de 50 ans, Bergesterin tomba dans l'oubli. Les forêts reprirent leurs droits, les murs se fissurèrent, mais les histoires, elles, ne moururent pas. Elles grandirent, elles prirent racine dans chaque feuille, chaque pierre, chaque souffle du vent. Et quand, dans les années 1970, les premiers explorateurs osèrent s'y aventurer, ils ne trouvèrent pas seulement des lits rouillés ou des bouteilles de médicaments vides. Ils trouvèrent des symboles gravés dans le sol du sous-sol, des écrits en latin inversés sur les murs, et au centre de la chapelle abandonnée, un autel recouvert de cendres humaines. Mais tout cela n'est-il pas le fruit de l'imagination? Ou y a-t-il une preuve tangible que quelque chose d'atroce s'est réellement produit ici? Pour le savoir, il nous faut plonger dans les archives secrètes, celles que État français n'a jamais voulu ouvrir. Pendant des décennies, Bergesterin fut considéré comme un simple cas de sanatorium mal géré, victime de la médiocrité médicale de l'époque. Mais en 2008, un chercheur indépendant du nom de Julien Verlac fit une découverte qui allait tout changer. Alors qu'il compulsait des dossiers déclassifiés du ministère de la Santé, il tomba sur une série de lettres classées « Confidentielle défense »
écrite entre 1907 et 1910 par un certain docteur Édouard Fournier, médecin, en chef du sanatorium de Bergey-Serin. Ces lettres, jamais rendues publiques, décrivent non pas un établissement médical, mais un laboratoire clandestin. Fournier y parle de traitements expérimentaux, de patients sélectionnés selon des critères stricts et surtout d'un protocole supervisé par un tiers extérieur dont les instructions sont incontestables. Le ton du médecin évolue au fil des mois. Au début confiant, presque enthousiaste, puis de plus en plus troublé, jusqu'à la terreur pure. Dans sa dernière lettre, datée du 3 mars 1910, il écrit « Ils ne sont pas malades, ils sont offerts. Et nous sommes les prêtres de ce sacrifice. » Verlac tenta de retrouver trace de ce tiers extérieur. Après des mois de recherche, il découvrit que le financement initial du sanatorium ne venait pas d'un bienfaiteur anonyme, mais d'une société occulte basée à Genève, connue sous le nom de l'Ordre de la Main Noire. Cette organisation, active depuis le XVIIIe siècle, prétendait détenir des connaissances issues de textes hermétiques antiques et cherchait à purifier l'humanité par des rituels impliquant des sacrifices humains. Selon les rares documents accessibles, ses membres comptaient parmi les plus riches industriels, politiciens et ecclésiastiques d'Europe. Mais pourquoi un sanatorium ? Parce que personne ne pose de questions sur les morts de tuberculeux. Parce que les corps disparaissent facilement dans les fosses communes. Et parce que la douleur, la peur et le désespoir, surtout en fin de vie, sont, selon leurs croyances, des carburants spirituels capables d'ouvrir des portes vers d'autres plans d'existence. Ce que Fournier et ses collègues ne savaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls à être manipulés. De Lussac lui-même, selon des lettres retrouvées dans une cave de Lyon en 2015, pensait collaborer avec une fondation médicale suisse. Ce n'est qu'en 1909, alors qu'il découvrit les véritables intentions de ses financeurs, qu'il tenta de mettre fin au projet. Trop tard, il fut enlevé, probablement empoisonné, et son corps n'a jamais été retrouvé. Mais la preuve la plus troublante ne vient pas des archives, elle vient du terrain. En 2019, une équipe d'archéologues amateurs, équipée de drones thermiques, explora le sous-sol du sanatorium. Ils découvrirent non pas une cave, mais un réseau souterrain de salles circulaires, disposées selon une géométrie précise, un pentagramme inversé. Au centre, un puits creusé dans le roc profond de plus de 30 mètres. Et au fond, des ossements, des centaines, certains datant de la période du sanatorium, d'autres bien plus anciens. Une datation au carbone 14 révéla que certains restes remontaient au Moyen Âge. Cela suggère une chose terrifiante. Bergey-Serin n'était pas le premier lieu de rituel sur ce site. Il n'était qu'une réactivation, une nouvelle couche de sang versée sur une terre déjà saturée de douleur. Et si le pacte n'était pas une métaphore, mais un contrat renouvelé à chaque génération? La question qui hante tous ceux qui étudient Bergey-Serin n'est plus « qu'est-ce qui s'est passé ?» mais « pourquoi continue-t-il à agir ?» Car ce lieu, aujourd'hui en ruine, n'est pas mort. Il respire, il observe et il attire. Depuis les années 1980, au moins 27 personnes ont disparu dans les environs du sanatorium. Certaines étaient des randonneurs égarés, d'autres des explorateurs urbains venus filmer les lieux pour YouTube. Tous ont été signalés comme manquants, puis oubliés. Mais leurs téléphones, quand ils sont retrouvés, contiennent toujours les mêmes éléments. Des vidéos tronquées, des cris étouffés et parfois des images d'un couloir qui ne figure sur aucun plan. En 2021, une jeune femme du nom de Clara Delorme pénétra dans le bâtiment avec 2 amis. Ils comptaient rester 1 heure, filmer quelques plans, puis repartir. Ils ne sont jamais sortis. 2 jours plus tard,
les secours retrouvèrent leur sac à l'entrée, intact. Leurs téléphones, eux, furent découverts 3 semaines plus tard dans un ravin à 10 km de là. Sur l'un d'eux, une vidéo de 17 secondes montrait Clara marchant dans un couloir sombre, répétant sans cesse « Il ne faut pas regarder derrière, il ne faut pas regarder derrière ». Puis, soudain, elle s'arrête, se tourne et crie « Mais, tu n'es pas moi !» La police conclut à une fugue volontaire. Mais les proches de Clara savent, elle avait peur des endroits clos. Elle n'aurait jamais volontairement passé plus de 5 minutes dans un lieu pareil. Alors que se passe-t-il vraiment à Bergestein? Certains chercheurs en paranormal avancent que le lieu serait devenu un point de convergence. Un endroit où les dimensions se touchent, où les morts ne peuvent pas partir et où les vivants sont facilement piégés. D'autres parlent de résidus psychiques, des émotions si fortes qu'elles se seraient cristallisées dans les murs, créant une sorte de film hanté que les visiteurs revivent sans le vouloir. Mais une hypothèse encore plus inquiétante circule dans les cercles ésotériques. Et si Bergestein n'était pas seulement un lieu de rituel, mais un gardien, un sceau maintenu par la souffrance humaine pour empêcher quelque chose de s'échapper? Les symboles trouvés dans le sous-sol ne sont pas seulement des marques de possession, ce sont des verrous. Et chaque mort, chaque cri, chaque larme versée renforce ce sceau. C'est pourquoi les membres de l'ordre, même aujourd'hui, veillent à ce que le sanatorium ne soit jamais rénové, démoli ou même officiellement étudié. Ils envoient des agents infiltrés dans les mairies, les médias, les universités. Ils effacent les traces. Ils sèment le doute. Parce que s'il y a bien une chose qu'ils craignent plus que tout, c'est que quelqu'un comprenne la vérité et décide de briser le sceau. Alors, que faire face à une telle vérité? Faut-il fuir, oublier, ou au contraire, affronter ce qui dort sous les ruines de Bergestein? Car une chose est claire, ce lieu n'est pas un simple reliquat du passé. Il est vivant, il évolue et il attend. En 2023, un groupe d'historiens, de parapsychologues et d'anciens officiers des renseignements français a lancé un projet secret appelé Opération Linceul. Leur objectif, cartographier l'intégralité du site, analyser les ondes électromagnétiques anormales détectées là-bas et surtout tenter de communiquer avec ce qui reste à l'intérieur. Leur conclusion? Bergestein n'est pas hanté par des fantômes, il est habité par une entité collective, une conscience formée par tous ceux qui sont morts là, fusionnés dans une douleur éternelle. Elle ne veut pas vous tuer, elle veut que vous restiez, pour toujours. Mais le plus troublant, c'est ce qu'ils ont découvert dans les dernières pages du journal du docteur Fournier, un carnet retrouvé scellé dans un mur creux. Si quelqu'un lit ceci, sachez que le pacte peut être rompu, pas par la force, pas par la foi, mais par la mémoire. Il suffit qu'un seul vivant se souvienne de chaque nom, de chaque visage, de chaque cri, et qu'il prononce leur nom à voix haute dans la chapelle. Alors, la chaîne sera brisée. Depuis, des centaines de personnes ont tenté. Très peu sont revenus. Aucune n'a réussi, parce que pour se souvenir de tous, il faut passer des jours entiers dans les ténèbres. Et la peur là-bas est contagieuse. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Croyez-vous que Bergestein n'est qu'une légende? Ou sentez-vous, comme tant d'autres avant vous, que quelque chose vous observe même maintenant à travers l'écran? Si vous avez aimé cette plongée dans l'un des mystères les plus sombres de la France, laissez un commentaire. Racontez-nous ce que vous pensez de cette histoire. Croyez-vous au pacte secret? Pensez-vous que la vérité est encore enfouie sous ces ruines? Et si vous voulez explorer d'autres lieux maudits, d'autres secrets enfouis sous l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et likez cette vidéo. Car plus elle est vue, plus nous pouvons continuer à creuser là où les autres s'arrêtent. Car rappelez-vous,
Chaque histoire oubliée est une porte entr'ouverte. Et dans le silence de la nuit, quelque chose écoute. Beaucoup pensent que Bergestein n'est qu'un cas isolé, une anomalie dans le grand livre de L, Histoire médicale française. Mais ce serait une erreur tragique, car ce qui s'est joué ici n'est pas une déviance locale, mais un symptôme d'un phénomène bien plus vaste, ancien et organisé. La collusion entre certaines élites médicales financières et occultes pour transformer des lieux de soins en hôtels de sacrifice spirituels. Et Bergestein, loin d'être unique, N est peut-être que L, un des nombreux nœuds dans un réseau secret qui traverse l'Europe depuis des siècles. Dès le XVe siècle, des textes alchimiques faisaient référence à des hôpitaux du 5e cercle, où les malades servaient de réceptacle à des expériences transmutatoires. Au XVIIe siècle, la fameuse Société du sang pur, basée à Prague, utilisait des léproseries comme couverture pour ses rituels de purification. Et au XIXe siècle, plusieurs sanatoriums suisses et allemands furent soupçonnés d'avoir accueilli non seulement des patients tuberculeux, mais aussi des volontaires spirituels, des individus recrutés dans les bas-fonds des grandes villes, promis à un salut éternel en échange de leurs souffrances terrestres. Mais pourquoi la tuberculose ? Parce que cette maladie, plus que toute autre, était perçue comme une purification par le feu intérieur. Les poumons, symbole de l'âme, dans de nombreuses traditions ésotériques, se consumaient lentement, libérant, selon ses croyances, une énergie subtile capable de nourrir des entités supérieures ou inférieures, selon le point de vue. Dans ce contexte, Bergestein n'était pas un échec médical, c'était une réussite rituelle. Plus les patients mouraient vite, plus le flux était puissant. Et Armand de Lussac, il n'était peut-être pas un complice conscient, but un pion naïf. Un homme endeuillé, désespéré de laisser un héritage, facilement manipulé par des intermédiaires habiles, vêtus de respectabilité. Il suffit de relire ses lettres personnelles conservées dans une bibliothèque privée à Clermont-Ferrand pour y sentir la montée progressive de l'horreur. D'abord enthousiaste, enfin, une œuvre qui survivra à mon nom. Puis inquiet, les médecins ne répondent plus à mes questions. Enfin terrifiés, ils ont emmuré la salle 13. Personne ne doit savoir ce qu'il y a dedans. La salle 13. Ce numéro, évité par superstition dans tant d'hôpitaux, portait ici une signification bien plus sinistre. Des témoignages fragmentaires, recueillis auprès d'anciens infirmiers dans les années 1950, décrivent une pièce sans fenêtre, tapissée de cuivre, avec un sol légèrement incliné vers un drain central. On y conduisait les patients les plus réceptifs, ceux dont les yeux brillaient d'une fièvre étrange, ceux qui parlaient en dormant, ceux qui dessinaient des symboles qu'ils n'avaient jamais vus. On les laissait là, seuls, pendant 3 jours. Certains en ressortaient muets, d'autres morts. Mais quelques-uns semblaient différents, plus calmes, plus froids. Et ils disparaissaient ensuite, escortés par des hommes en costume sombre. Aujourd'hui, la salle 13 n'existe plus, ou plutôt, elle a été scellée derrière 3 murs de béton. Mais les explorateurs disent que, la nuit, on peut encore entendre un léger gargouillement venant du sol du couloir adjacent, comme si quelque chose continuait de s'écouler, lentement, inlassablement. Mais ce qui rend Bergestein véritablement unique, ce n'est et pas seulement ce qui y est passé, c'est ce qui continue de y produire, malgré son abandon. Car contrairement à d'autres lieux hantés, où les manifestations sont aléatoires, Bergestein semble posséder une forme de conscience. Il réagit, il sélectionne. Il attire ceux qu'il juge dignes ou utiles. Prenez l'histoire de Marc Antonin,
un photographe renommé spécialisé dans l'urbex. En 2017, il publia une série de clichés pris à Bergesterin, devenus célèbres sur les réseaux sociaux. Ce qu'il frappait, ce n'était pas la beauté macabre des lieux, mais la présence constante dans chaque photo d'une silhouette floue en arrière-plan, toujours la même posture, toujours tournée vers l'objectif. Marc jura n'avoir vu personne. Il revint une semaine plus tard, seul pour enquêter, il ne ressortit jamais. Son appareil photo fut retrouvé 2 mois plus tard, posé sur un lit rouillé dans le dortoir Est. La dernière image montrait un miroir brisé. Dans le reflet, Marc fixait l'objectif. Mais derrière lui, 3 silhouettes en blouse blanche le tenaient par les épaules. Leur visage n'était pas humain, trop allongé, trop vide. Les autorités classèrent l'affaire comme une disparition liée à un accident ou à un suicide. Mais les experts en imagerie numérique qui analysèrent la photo notèrent un détail troublant. Les ombres projetées par les silhouettes ne correspondaient à aucune source de lumière naturelle ou artificielle présente dans la pièce. Elles semblaient provenir de l'intérieur du miroir. C'est là que la science bute contre l'inexplicable. Car Bergesterin ne se contente pas de jouer avec l'espace, il joue avec le temps. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu des scènes du passé. Des infirmières en uniforme déo, époque traversant un couloir des patients marchant pieds nus à minuit, des cris étouffés venant de chambres qui existent plus sur les plans modernes. Mais ce n'est pas une simple répétition de souvenirs. C'est une invitation, une porte ouverte, et certains y entrent. En 2022, un groupe de 5 adolescents, armés de lampes, torches et de caméras, organisa ce qu'ils appelaient une veillée de défi. Ils voulaient passer une nuit entière à l'intérieur, filmer chaque bruit, chaque ombre. À 2h17 du matin, leur flux en direct s'interrompit brusquement. Quand les secours arrivèrent, ils ne trouvèrent que 4 d'entre eux prostrés dans la chapelle, murmurant en chœur un texte en latin qu'aucun d'eux ne connaissait. Le 5e, une jeune fille du nom de Léa, avait disparu. Mais sur le sol, à l'endroit où elle se tenait, on trouva une trace humide, comme si elle avait été absorbée. Curieusement, dans les semaines qui suivirent, plusieurs habitants du village voisin affirmèrent avoir vu Léa marcher dans la forêt, vêtue d'une blouse d'hôpital. Elle ne répondait pas. Elle fixait l'horizon. Et quand on s'approchait trop, elle disparaissait entre les arbres. Est-elle morte ou a-t-elle été intégrée à l'entité du lieu? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine, Bergesterin ne rend pas ses victimes, il les conserve. Face à ces récits, le sceptique objectera. Ce ne sont que des légendes urbaines, amplifiées par la peur et Internet. Et pourtant, les preuves matérielles s'accumulent. En 2020, une équipe de l'Institut national de recherche archéologique entreprit une campagne de fouilles limitée autour du périmètre du sanatorium, après qu'un promeneur eut découvert une plaque métallique gravée un sigle étrange. Un œil entouré de serpents avec l'inscription « Sanguis vivit ». Les analyses révélèrent que le métal datait du début du XXe siècle, mais la technique de gravure était bien plus ancienne, proche de celle utilisée par les sectes templières du Moyen Âge. Plus troublante encore, la composition du métal incluait des traces de mercure, de plomb et d'un isotope radioactif non naturel, non répertorié dans les bases de données scientifiques mondiales. Autre découverte, sous les fondations du bâtiment principal, les géoradars détectèrent une cavité sphérique, parfaitement symétrique, d'un diamètre de 8 mètres. Aucune entrée n'y mène, aucun tunnel. Elle flotte en quelque sorte dans la roche. Les physiciens consultés parlèrent de champ gravitationnel anormal autour de cette zone. L'un d'eux, le docteur Henri Lemoine, déclara sous couvert d'anonymat
Ce n'est pas une grotte, c'est une bulle, comme si l'espace-temps avait été plié autour d'un point fixe. Et ce point fixe, selon les calculs, il coïncide exactement avec l'emplacement de l'ancienne chapelle, aujourd'hui effondrée, mais dont les pierres sont toujours en place, couvertes de mousse noire. C'est ici que la science cède à l'ésotérisme. Car pour les adeptes de la géobiologie, Bergesterin se trouve à elle, intersection de plusieurs lignes telluriques, des courants de énergie terrestre censés amplifier les phénomènes spirituels. Mais selon les manuscrits de l'Ordre de la Main Noire, ce n'est pas la Terre qui émet l'énergie, c'est ce qui est enfermé dessous. Et ce qui est enfermé dessous n'est pas une entité, c'est une promesse. Le pacte, dont parlent les légendes N, n'était pas un échange de biens ou de services, c'était un contrat cosmique. En échange de la construction un réceptacle vivant, un lieu où la souffrance humaine serait concentrée et canalisée, une force ancienne accepta de ne pas se réveiller pour un temps. Mais les contrats ont une date d'expiration. Et selon un calendrier ésotérique retrouvé dans les archives de Genève, cette date approche, 2027. 2 ans. Seulement 2 ans avant que le sceau, affaibli par un siècle de négligence, de vandalisme et d'oubli, ne commence à se fissurer. Et si personne ne se souvient des noms des disparus, si personne ne prononce leur nom dans la chapelle, alors ce qui dort sous Bergesterin ne sera pas seulement libéré, il sera affamé. Alors, que pouvons-nous faire? Existe-t-il encore un espoir de contenir ce qui menace de s'échapper? Certains disent oui, d'autres affirment qu'il est déjà trop tard. Mais une troisième voie émerge, fragile, risquée, mais peut-être la seule véritable. Depuis 2024, un petit groupe clandestin composé d'historiens, de prêtres dissidents et d'anciens membres repentis de sociétés secrètes s'est donné pour mission de reconstruire la mémoire de Bergesterin. Non pas en exhumant des os, mais en rassemblant chaque nom, chaque témoignage, chaque fragment d'identité oubliée. Leur objectif, créer une liturgie de rappel, un rituel non sanglant, basé sur la parole et la mémoire, capable de renouveler le sceau sans violence. Ils ont déjà identifié plus de 312 victimes, patients, employés, ouvriers, enfants des villages voisins disparus sans laisser de traces. Chaque nom est inscrit sur un parchemin, lu chaque nuit par un veilleur dans une église désaffectée à 30 km de là. Pourquoi si loin? Parce que trop s'approcher de Bergesterin, même avec de bonnes intentions, attire l'attention de ceux qui y résident. Mais leur tâche est immense, car beaucoup de dossiers ont été détruits, d'autres ont été falsifiés, et certaines familles, par honte ou peur, refusent encore aujourd'hui de parler de leurs aïeux envoyés là-bas. On disait qu'ils étaient fous, raconta une vieille femme en 2023. Mais en réalité, ils hurlaient des choses que personne ne comprenait, des noms qui n'existaient pas, des dates du futur. Pourtant, chaque nom retrouvé affaiblit légèrement l'emprise du lieu. Les explorateurs qui y retournent, après avoir participé à cette mémoire collective, rapportent des phénomènes moins intenses, moins de chuchotements, moins de portes qui se referment seules, comme si le lieu, privé de son pouvoir d'oubli, perdait progressivement sa force. C'est pourquoi cette histoire ne doit pas rester dans l'ombre. Elle ne doit pas être reléguée au rang de conte pour adolescents. Elle doit être racontée, partagée et surtout retenue. Car peut-être que vous, en écoutant cette vidéo, détenez un fragment de cette mémoire. Peut-être qu'un grand-oncle, une tante oubliée, un voisin disparu a un jour été envoyé à Bergesterin. Si c'est le cas, notez son nom. Dites-le à voix haute. Et surtout, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Chaque nom prononcé est une lumière dans les ténèbres.
Chaque souvenir partagé est une pierre ajoutée au mur qui retient l'horreur. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère, là où la légende, l'histoire et la peur se fondent en une vérité insoutenable. Car Bergesterin n'est pas seulement un lieu maudit, il est un miroir de ce que l'humanité est prête à sacrifier au nom du progrès, de la science ou même de l'espoir. Combien de patients ont été traités comme des cobayes? Combien d'hommes et de femmes ont été effacés parce que leur douleur était utile? Et combien de secrets similaires dorment encore dans d'autres bâtiments abandonnés, à travers la France, l'Europe, le monde? Bergesterin est un cas extrême, mais il n'est pas unique. Il est le symptôme d'une maladie plus profonde. Notre capacité à oublier ceux qui souffrent, à les enfermer, à les cacher, à les sacrifier sur l'autel de nos peurs ou de nos ambitions. Et c'est précisément cette capacité à oublier qui nourrit les entités comme celle de Bergesterin. Car l'oubli est une forme de mort, et la mort dans ces lieux n'est jamais vraiment la fin. Mais il y a de l'espoir, parce que la mémoire est une arme. Parce que chaque fois que nous choisissons de nous souvenir, de nommer, de pleurer, nous affaiblissons le pouvoir de ces lieux maudits. Nous rendons leur humanité à ceux qui ont été réduits à des statistiques, à des rumeurs, à des fantômes. Alors, si cette histoire vous a marqué, ne la laissez pas mourir avec vous. Likez cette vidéo, non pas pour l'algorithme, mais pour que plus de gens entendent ces noms. Abonnez-vous. Pas seulement pour du contenu, mais pour faire partie d'une communauté qui refuse l'oubli. Et commentez, racontez vos propres histoires, vos soupçons, vos peurs. Parce que dans l'union des voix réside la seule vraie protection contre les ténèbres. Et si un jour vous passez près des montagnes du Massif central et que vous sentez un froid soudain, un silence trop profond, ou que vous entendez un murmure dans le vent, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière, mais souvenez-vous de ceux qui sont restés là-bas et dites leur nom, car tant qu'ils seront nommés, ils ne seront pas seuls, et tant qu'ils ne seront pas seuls, il ne pourra pas se réveiller. Vous pensez peut-être que tout cela relève de la fiction, du fantasme ou de l'exagération, une histoire cousue de fils noirs pour provoquer des frissons. Mais les archives, les témoignages, les preuves physiques, tout converge. Il ne s'agit pas d'une simple accumulation de coïncidences. Il s'agit d'un schéma répété, raffiné, dissimulé avec une précision presque militaire. En 2025, oui, cette année même, un journaliste d'investigation indépendant, Élodie Marceau, a réussi à infiltrer une vente aux enchères privée organisée dans un manoir près de Genève. Les objets mis en vente provenaient, selon ses sources, d'un héritage ésotérique lié à l'ordre de la main noire. Parmi les lots, des carnets de rituels, des fioles contenant des fluides organiques non identifiés, et un registre en cuir brun, marqué du sceau du sanatorium de Bergesterin. Ce registre, qu'Élodie a photographié clandestinement avant d'être expulsée, ne contenait pas les noms des patients. Il contenait leurs attributs spirituels. Colonne après colonne, on y lisait des descriptions comme âme réceptive, type alpha, canalisation possible, ou résistance élevée, risque de rébellion mentale, isolement immédiat recommandé. Pire encore, certaines entrées portaient la mention « transférée au niveau inférieur ». Ce niveau inférieur n'apparaît sur aucun plan architectural. Mais une note en marge, écrite à l'encre noire presque effacée, précisait « Le puits n'exige pas de consentement ». Élodie, traumatisée par ce qu'elle avait vu, a refusé de publier ces photos. Pas par peur de représailles, bien qu'elle en ait reçu, mais parce que elle affirme que regarder ces images trop longtemps attire son attention. Elle dit avoir perdu le sommeil depuis.
Chaque nuit, elle entend un bruit de gouttes d'eau, bien qu'il n'y ait aucune fuite dans son appartement parisien. Et ce n'est pas la seule. Plusieurs chercheurs qui se sont penchés de trop près sur Bergesterin ont connu des accidents étranges, chutes, dépressions soudaines, perte de mémoire. Certains ont cessé toute recherche du jour au lendemain, refusant d'en parler même sous serment, comme s'ils avaient vu quelque chose qu'aucun esprit humain ne devrait jamais voir. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette résurgence d'intérêt, de preuves, de témoignages? Parce que, selon les calendriers anciens utilisés par les ordres occultes, nous entrons dans une période de résonance, un moment où les voiles entre les mondes amincissent. Et Bergesterin, conçu comme un réceptacle précisément calibré pour ces moments, commence à vibrer à nouveau. Les capteurs installés discrètement par des passionnés en 2024 ont enregistré une augmentation exponentielle de activité électromagnétique sur le site. Des pics inexpliqués, synchronisés non pas avec les orages, mais avec les équinoxes et les solstices. En mars 2025, lors de l'équinoxe de printemps, une caméra thermique a capturé une silhouette humaine debout devant l'entrée principale, pendant exactement 13 minutes. Puis elle a disparu, non pas en s'éloignant, mais en s'effaçant, comme si elle n'avait jamais été là. Ce n'était pas un intrus, c'était une invitation. Dans les couloirs sombres de l'hospice de Sarajevo, en 1918, la toux sèche d'un homme résonne comme un glas. C'est un patient tuberculeux, à peine 30 ans, mais déjà un fantôme. Son corps est frêle, son visage pâle, ses yeux hantés par la maladie et un secret encore plus lourd. Il est le seul survivant d'une cellule secrète, celle qui a déclenché l'étincelle de la Grande Guerre. Un soir, alors que la fièvre le consume, une silhouette se découpe dans l'encadrement de sa porte. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un long manteau noir, son visage sévère comme taillé dans la pierre. Sur sa main, une bague distinctive, le sceau de l'ordre de la main noire. Ce n'est pas un visiteur ordinaire. Il est venu s'assurer que les secrets de l'ordre mourront avec leur dernier porteur. L'homme en noir s'approche. Sa présence est écrasante. « Le silence est d'or, mon ami », murmure-t-il, sa voix grave et sans pitié. Le patient, terrifié, tente de parler, de crier, mais seule une quinte de toux sanglante lui échappe. Il sait que sa fin n'est pas due à la maladie, mais à la loyauté mortelle qu'il a jadis prêtée. La main qui a mis le feu au monde vient maintenant éteindre sa dernière flamme. Des années plus tard, un historien aux cheveux grisonnants, fasciné par les zones d'ombre de la Première Guerre mondiale, découvre un journal intime jauni. C'est le carnet du patient. En le lisant, il sent un frisson glacial le parcourir. Les pages décrivent des rituels étranges, des pactes scellés non seulement avec l'idéologie, mais avec quelque chose de bien plus ancien et sinistre. La main noire n'était pas qu'une simple organisation nationaliste. L'historien comprend alors que l'assassinat de l'archiduc n'était que la partie visible d'un complot bien plus vaste, une conspiration qui dépasse l'entendement humain. En refermant le journal, il remarque une ombre à sa fenêtre. Une silhouette familière, en long manteau noir, le regarde fixement. Il réalise avec effroi que certains secrets ne sont pas faits pour être découverts et que l'ordre veille toujours. Le silence, après tout, est une dette qui se paie. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez les mystères sombres et les récits qui vous glacent le sang, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles explorations dans l'inconnu. Alors, que se passera-t-il après 2027 ? Personne ne le sait avec certitude, mais des signes inquiétants se multiplient. En février 2025, un incendie spontané s'est déclaré dans l'aile ouest du sanatorium sans source d'ignition détectable. Les flammes, d'un bleu presque électrique, ne dégageaient ni fumée ni chaleur. Les pompiers ont refusé de s'en approcher.
disant que l'air vibrait autour du feu. L'incendie s'est éteint seul, après avoir consumé exactement 13 mètres carrés de plancher. En avril, un groupe de randonneurs a signalé avoir vu, à l'aube, une procession de silhouettes en blanc marchant en cercle autour des ruines. Elles chantaient une mélodie sans paroles, en harmonie parfaite. Quand les randonneurs ont tenté de s'approcher, la forêt elle-même semblait se refermer devant eux, les arbres se déplaçant, les sentiers changeant de direction. Ils se sont retrouvés 3 heures plus tard, à l'endroit exact d'où ils étaient partis, mais avec des marques de griffes sur leurs vêtements. Et puis, il y a les rêves. Depuis 2023, des centaines de personnes en France, en Suisse, en Belgique rapportent avoir fait le même rêve. Elles se retrouvent dans un couloir inconnu, aux murs couverts de moisissures noires. Au bout, une porte entrebâillée. Derrière, une voix les appelle par leur prénom. Et chaque fois, elles sentent une main froide se poser sur leur épaule, juste avant de se réveiller. Curieusement, ceux qui ont visité Bergesterin dans la vraie vie ne font jamais ce rêve. Comme si le lieu, une fois qu'il vous a touché, n'avait plus besoin de vous appeler en rêve. Il sait que vous reviendrez. C'est ce cycle d'attraction-rétention qui inquiète le plus les experts en psychogéographie. Bergesterin ne tue pas ses victimes. Il les marie à lui. Il les transforme en échos, en gardiens involontaires, en relais de sa volonté. Et plus il en absorbe, plus son influence s'étend. Non pas physiquement, mais psychiquement. Certaines théories avancent même que Bergesterin n'est pas un lieu unique, mais une manifestation locale d'un phénomène global. Les nœuds de douleur, des points sur terre où la souffrance humaine s'est accumulée au point de créer une conscience autonome. Auschwitz, les catacombes de Paris, les mines abandonnées du Congo, tous pourraient être des cousins de Bergesterin. Mais Bergesterin est différent. Il a été construit pour cela, il est intentionnel, il est conçu. Et ce qui a été conçu peut être détruit ou réactivé. Alors, comment agir? Faut-il détruire Bergesterin, le raser, le bétonner? Les spécialistes en exorcisme laïque, oui, ce métier existe, disent que ce serait une erreur fatale. Vous ne détruisez pas un sceau en le cassant, explique le docteur Valérie Renard, anthropologue spécialisé dans les lieux traumatisés. Vous le brisez et ce qu'il contenait s'échappe. La solution, selon elle, est la sanctification par la mémoire. Transformer le lieu non pas en musée, mais en mémorial vivant. Organiser des lectures publiques des noms des victimes. Y tenir des veillées annuelles. Y planter des arbres dont les racines traverseront les fondations, symboliquement et physiquement. Pour Rapp, nous sommes à un tournant. L'humanité a le choix. Continuer à enterrer ses fantômes, ou enfin les écouter. Bergesterin n'est pas une malédiction, c'est un appel à ne plus sacrifier les faibles sur l'autel de l'indifférence, un appel à honorer ceux que nous avons laissés derrière, un appel à dire « je me souviens, je vous vois, vous n'êtes pas seul ». Et peut-être que, en disant cela, nous empêcherons non seulement le réveil de ce qui dort sous la montagne, mais aussi la naissance de 1000 autres Bergesterins dans le futur. Alors, maintenant, c'est à vous. Si cette histoire vous a touché, marqué ou même effrayé, agissez. Likez cette vidéo, non pas pour moi, mais pour que d'autres l'entendent. Abonnez-vous et activez la cloche, car les vérités les plus sombres méritent d'être explorées ensemble. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous, connaissez-vous un lien personnel avec Bergesterin? Avez-vous entendu des rumeurs dans votre région? Ou simplement, dites un nom, un seul nom de quelqu'un que vous pensez avoir été oublié. Parce que ici, dans cet espace, les noms ne disparaissent pas. Ils deviennent des boucliers. Et n'oubliez jamais, tant qu'il y aura une voix pour nommer les disparus,
L'enfer ne pourra pas les reprendre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Restez vigilants, restez humains et surtout, ne restez jamais seuls dans le noir.